Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 4e épisode du Vendée Mag. Au menu du jour, la course folle des foilers vers les mers du Sud, l'analyse fine d'Armel Lecléache, skipper de l'ultime Banque Populaire 11 et vainqueur du Vendée Globe 2016. Enfin, nous vous proposons une immersion de 24 heures avec les membres de la direction de course, véritable ligne de vie entre mer et terre pour nos 39 marins solitaires. Bon, 25-26 nœuds et vitesse à 21 en Bon, pour dire que j'ai mis la ceinture de sécurité. On est parfait. Prélude au 40e rugissant. Le chef d'orchestre s'appelle Charlie Dalin. Le skipper de Massif Santé Prévoyance impose son tempo à la dizaine de solistes dans son sillage. Dans une configuration assez incroyable, il vole, on vole vers l'Indien, voilà, et c'est derrière moi, mort de rire. Ah. Désolé pour le cadrage, là ça bombarde sévère. J'ai sorti le casque lourd parce que là ça... je fais un peu chahuté, mais on va vite dans la bonne direction, toujours accompagné de cette petite dépression qui nous accompagne, mais malgré tout toujours sous le soleil. Bon, par contre, pour la vie à bord, là, ces conditions-là, c'est quand même un peu galère. Pour se faire à manger, pour dormir, pour se déplacer, tout est une mission, quoi. Je vois pas, mais au loin derrière, il y a un petit point, c'est Jérémy Bayou. La partition de cette 10e édition du Vendée Globe continue bel et bien de s'écrire sans fausse note et à un rythme effréné. Mais comment en sont-ils arrivés là ? Comeback sur les derniers temps de course. Mardi 19 novembre 2024, 9e jour de mer. La chasse au vulnérable 1 de Sam Goodchild est lancée. Les foilers Ruyant, Lunven, Dalin et Simon accordent leur violon et descendent l'Atlantique à grande vitesse, propulsés par un généreux flux d'alizé. Aux commandes de son 60 pieds pas près qu'Arkea, Johan Richaume affiche la couleur et ses ambitions. 30 nœuds. Ouh. Allez, c'est bon ça. Ça déboîte. Je sais pas ce que c'est le record de Nicolas Lunven, on verra. Peut-être on n'a pas assez long pour le faire là. Et ça va être un bord très sympa. Il n'y a pas trop de mer. 18, 19 nœuds. Ouh. Allez, on abat. J'ai failli perdre le safran. Là. 27, 28, 29. Allez, il abat en plus dans la vague. C'est bon ça. Ah bon, ça lasse pas. Hein. Il rafle le record des 24 heures en solitaire et en monocoque à son ami Nicolas Lunven. Oh, j'ai un petit message pour Nico Lulu, mec, je suis désolé. Je suis vraiment triste pour toi. Mais je t'ai piqué ton record du monde, mec! 551 000! Allez, la revanche dans le sud. Ciao, ciao! Bon, Johan Richaume. Je suis dans le poteau noir. 0 nœud. Je me fais doubler par les algues. Et en plus, j'apprends que tu viens de me piquer mon record qui a tenu que une semaine, quoi. Voilà, 8 jours. Record de distance parcours en 24 heures. T'arrêtes de tout le temps faire comme moi, mais c'est pas possible. Fous-moi la paix. Allez Yo-Yo, je suis hyper content pour toi. Bravo, mérité, j'ai vu tes moyennes cette nuit, effectivement. Ça envoyait sévère. Allez, à plus tard. La chevauchée des Valkyries, emmenée par Sam Goodchild, est stoppée net, à l'entrée du poteau noir. On est arrivé il y a 2-3 heures, on a déjà eu quelques grains. L'ambiance poteau noir, quoi. Il fait gris, il y a de pluie et du vent. Tempo tranquillo. À chacun alors d'exprimer sa joie toute relative de retrouver ou de découvrir la météo instable et usante de cette fameuse zone de convergence intertropicale. C'est reparti pour un tour. Youpi! Clac, clac, clac. Donc là, c'est le bon côté des choses. Et celui-là, quand même, il est copieux, velu. C'est un peu ça, le poteau noir. C'est un drift.
On dérive comme on peut dans la molle et dans la pluie, là, sous la pluie. Je pense qu'on peut redéfinir l'enfer. Et c'est comme ça depuis 1h du mat. On rentre dans le poteau noir. Il fait tout noir. Il y a 8 nœuds de vent, je suis au près. Là, il est 3h du mat. On est dans un nuage où c'est tout noir. Et le vent, il a fait 180 degrés. Du coup, j'ai dû rouler mon génac et passer sous une petite voile d'avant. C'est un truc de ouf. Ah, je oui, oui. Voilà. Surveille le radar, qu'il n'y a pas un autre qui arrive. Normalement, c'est la merde pour tout le monde. Face au défi du temps long, l'heure est aux menues réparations, entretien divers du bateau et aussi du marin. Entre deux grains, on se fait un petit... Qu'est-ce que c'est? Un petit taboulé. Ça a l'air pas mal. On va se mettre bien, Tintin. J'ai trouvé ça ce matin. Des nouilles à la coriandre. Une douzaine d'heures plus tard, les foilers sortent du poteau noir et c'est reparti, la main sur la manette des gaz. Ça y est, wouhou, on a retouché du vent. C'est top. Là, on est à 15-16 nœuds. Et régulièrement, on est autour des 20 nœuds. Waouh, il a tout dessus. À la bagarre avec Johan Richaud maintenant. Donc on peut même pas aller se reposer. C'est une régate acharnée, mais bon, ça avance bien. Puis il fait chaud, humide, dans nos tupperwares en carbone. Thomas Ruyant, dont l'option la plus à l'ouest de la flotte s'avère payante, descend en bord direct depuis le Cap-Vert jusqu'à l'équateur. Il est ainsi le premier à pointer le bout de son étrave dans l'hémisphère sud. C'est fait, on est dans l'hémisphère sud. On est presque au moment du coucher de soleil. Le skipper de Vulnérable 2 est collé au foil par un certain Charlie Dalin. Le Havrais, dont le plan Verdier est plus rapide à ses allures de reaching, est muet par un solide esprit de revanche sur son Vendée 2020. Pas trop en bas. Ah. Donc ouais, j'avais envie de marquer un peu plus le coup que la dernière fois, donc superstitieux, mais on sait jamais, hein, ça portera malheur comme on dit. Donc voilà, en tout cas je suis heureux. Ça me rappelle il y a 4 ans, parce que il y a 4 ans, il y avait Thomas, moi et un citoyen du roi aussi d'Angleterre. Je vais partager un peu de mon chocolat préféré qui vient des îles Grenadines, là où j'ai grandi dans les Caraïbes. Un morceau pour moi, un autre pour Neptune et un autre pour le bateau. Allez, c'est parti. Un bonbon au chocolat pour Neptune. Merci Neptune. Passé l'équateur, l'accordéon est de sortie. La flotte se divise en deux avec, au nord, les IMOCA à dérive. Bienvenue dans les mers du Sud. J'ai la tête en bas. Voilà, la tête à l'envers, Manon. Oh, c'est bien ça. Et au sud, une quinzaine de foilers qui possèdent maintenant 300 000 d'avance sur leurs poursuivants. Mention spéciale à 5 de nos 6 femmes en solitaire engagées sur la course, Justine Métro, Samantha Davis, Clarisse Kremer, Piper et Isabelle Joschke, qui, en chœur, accrochent la locomotive et sont plus que jamais dans le match. Il y a 2 groupes, il y a effectivement un groupe de tête. Moi, je me situe à l'arrière de ce groupe-là. Aujourd'hui, c'est pas non plus facile de dire qui va s'en sortir le mieux, parce que c'est comme si on ouvrait un nouveau jeu de cartes maintenant que le poteau noir était passé. Donc c'est ça qui est hyper intéressant en fait, c'est que maintenant il y a un truc où ça repart à zéro quoi. C'est quand même assez fou ce bateau. Il y a une demi-heure, j'étais en train de me dire il faut changer de voile, ça y est, ça a molli.
Et là, il y a 3 nœuds de vent en plus. Et bateau entre 25 et 32. On a sorti les casques. Et voilà, bye bye Fernando. Prochaine île, on ne sait pas ce que ce sera. L'archipel brésilien Fernando de Noronha marque le passage de Massif Santé Prévoyance en tête de course. Charlie Dalin et ses concurrents attaquent le couteau entre les dents pour tenter d'attraper une dépression qui arrive tout droit du Brésil. Objectif, faire le break dans les mers du Sud. Par là, derrière vous, en face de moi, il y a une petite dépression là, qui est en train de remonter. Et qui va nous générer du vent assez favorable pour descendre jusqu'au sud de l'Afrique du Sud. La fois c'est cool parce que le bateau glisse et en même temps tire sur la machine, donc pas facile de positionner le curseur correctement. Mais c'est une phase vraiment importante de la course. Là le bateau va bien. J'ai quand même réussi à dormir parce que malgré tout, il n'y a pas trop de mer. On essaie de prendre du plaisir dans la difficulté. Mais il faut continuer d'attaquer parce que après cette dépression, il faut l'accompagner parce que sinon on se retrouve dans la molle, non pas de vent. Donc voilà, globalement, il faut quand même attaquer. Les compteurs s'affolent et affichent largement les 23 nœuds de moyenne. Ils sont 6 à faire tomber le record de vitesse décroché seulement 4 jours plus tôt par Johan Richomme, même si avec 579 000 parcourus en 24 heures, le Lorientais conserve son titre, du moins pour le moment. Vent fort et mer formée, aucun doute que ces conditions mettent bateaux et marins à rude épreuve, à l'image d'un Jérémy Bayou qui souffre du genou déjà depuis quelques jours. On a un peu changé de monde là. Les conditions sont quand même beaucoup plus costauds. Ça va un peu mieux physiquement. Heureusement parce qu'il y a eu pas mal de boulot à bord. Il y a eu un gros pépin de gréement compliqué, bien fatigant et bien stressant. Donc voilà, j'espère que ça va tenir jusqu'au bout. C'est un moment stratégique de la course. La flotte des 39 IMOCA s'étire de plus en plus et se divise maintenant en 3 groupes avec, en interlude, Medallia, Groupe Apicil et Fortinet Best Western de Romain Attanasio. Bah ouais, c'est pas facile, hein. C'est sûr qu'il y a des cartes qui vont se créer. Pour nous, les premiers, ils vont souvent essayer de tirer par devant. Mais bon, c'est comme ça, j'essaye de rester le plus longtemps possible dedans. C'est pas évident de glisser dedans parce que le vent, il est un petit peu trop au nord et du coup, c'est pas évident de suivre vraiment la trajectoire de la dépression. Donc, ce que je vois, c'est que je vais la garder le plus longtemps que je peux et puis après, il va y avoir une transition et il faudra sûrement récupérer l'anticyclone des Açores qui lui va venir se repositionner assez vite dans l'est, j'ai l'impression. Et c'est sûr que ça va faire des écarts là. À 800 000 à l'arrière de cette chevauchée fantastique, les bateaux à dérive n'ont pas d'autre choix que d'attendre les prochains jours de course pour mettre au point leur nouvelle tablature. Là, il ne va pas se passer grand-chose pendant 3-4 jours. Là, il n'y a pas vraiment de coup stratégique à faire. Mais fin de semaine, là, va y avoir une petite dépression à choper là qui va être un peu technique. Et du coup, je pense que c'est à ce moment-là où on va pouvoir se refaire la fraise si on navigue bien, quoi. Le prochain mouvement se jouera dans les mers australes. L'idée, c'est d'attraper le train de dépression par une route plus directe qu'annoncée, la direction de course ayant décidé de réduire la zone d'exclusion antarctique. À ce grand jeu, Sébastien Simon décroche la timbale en battant à nouveau le record en solo avec plus de 610 000 parcourus en 24 heures. Léger couac a signalé en revanche à bord de Teamwork Team Snef. La Suissesse Justine Métro a perdu son J0
Cette voile d'avant particulièrement adaptée au vent faible et aux allures du reaching serré. Mais haut les cœurs, la symphonie maritime de ce 10e Vendée Globe ne fait que commencer. Nous le voyons depuis quelques jours déjà, depuis l'entrée de la flotte dans l'Atlantique Sud, les compteurs s'affolent à bord des foilers, atteignant des vitesses moyennes de 23, 24, voire 25 nœuds. Alors, pour nous en parler, nous avons la chance d'accueillir avec nous aujourd'hui le vainqueur du Vendée Globe 2016, j'ai nommé Armel Lecléache. Armel, bonjour. Bonjour Christian. Que vous inspirent ces speed tests grandeur nature ? Eh ben, ça fait plaisir de voir ces moyennes en ce moment sur les premiers bateaux. Les conditions sont favorables à aller très vite. On a notamment un peu de manœuvre pour les marins, à part peut-être quelques changements de voile, mais il n'y a pas d'empannage, changement de trajectoire. Et puis les conditions météo sont excellentes. On a, disons, entre 20 et presque 30 nœuds de vent, avec des conditions de mer pas trop agitées. Donc là, ça permet à ces nouveaux bateaux de montrer tout leur potentiel sur plusieurs heures, voire même plusieurs journées, parce que là, ça s'enchaîne les journées à plus de 500 000, voire pas loin des 600 000. Alors, chose étonnante qui peut surprendre, entre la position du leader Charlie Dalin aujourd'hui et votre position de leader il y a 8 ans, il y a quasiment 1000 milles de différence. Comment expliquer ça? Alors, je suis peut-être un petit peu plus précis, c'est-à-dire que moi, j'ai parcouru 1000 milles de plus sur la route, mais en fait, en distance au but, on est plutôt à un peu plus de 500 000. Alors, elle s'explique parce que les marins de cette édition de 2024 n'ont pas eu beaucoup de vent, notamment après l'île de Madère, entre l'île de Madère et le Poteau Noir. Ça n'a pas été très rapide, donc ils avaient pris pas mal de retard. Je crois qu'ils avaient quasiment 2 jours de retard sur le temps de référence, qui est celui d'Alex Thompson. Et puis depuis, ils ont un peu rattrapé leur retard sur le temps référence qui m'appartient. Mais voilà, c'est encore très long. Mais c'est vrai que on voit justement la différence de vitesse entre nos bateaux d'il y a 8 ans, où on avait été très vite dans l'Atlantique Sud. On avait eu des bonnes conditions aussi. On avait attrapé une dépression un petit peu similaire, voilà, avec une route quasiment directe vers Bonne-Espérance. Mais nous, on tournait plutôt à des moyennes de 20, 21 nœuds sur 24 heures et pas autour des 25. Quand on passe le cap de Bonne-Espérance, dans quel état d'esprit on est et à quelles conditions météo peuvent s'attendre les skippers dans les prochains jours? Le cap de Bonne-Espérance, c'est le premier des 3 grands caps. Et c'est un premier temps de passage. Ça donnera des indications justement sur l'étalement de la flotte, avec des écarts entre le groupe des leaders et puis les poursuivants et puis le peloton. Et puis surtout, c'est la vraie transition dans les heures précédentes entre l'Atlantique qui a été très rapide, notamment sur la partie sud pour cette édition. Et ça va être vraiment l'entrée dans les 40e rugissants et ils sont partis pour 4 semaines de conditions comme ça assez rudes. C'est un changement de braquet, un petit peu si on veut comparer au vélo. Ils vont attaquer la haute montagne et là vraiment on va avoir une nouvelle course finalement qui va démarrer parce que on va pouvoir voir un petit peu comment chaque marin et notamment dans les prétendants à la victoire, comment ils vont aborder justement cette différence de pente qui s'annonce devant eux. Merci beaucoup Armel d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose maintenant une immersion avec les membres de la direction de course de ce Vendée Globe, le lien privilégié entre la mer et la terre. Là, on est dans le bureau de la direction de course. C'est un bureau qui est ouvert H24 et on sera là jusqu'à l'arrivée du dernier, jusqu'à la fermeture de ligne. Dans ce bureau, il y a toujours quelqu'un. Toujours quelqu'un pour répondre soit à la ligne rouge, soit sur les téléphones fixes. Donc nous, on est 5 à l'ADC. On est 4 à tourner sur des créneaux de 6 heures. Notre rôle essentiel à nous, c'est vraiment de veiller à la sécurité des bateaux.
Donc nous, on est en veille vraiment sur les trajectoires, sur les vitesses, sur voilà, répertorier un petit peu ce qui peut se passer à bord des bateaux, nous être au courant pour pouvoir veiller et intervenir si besoin. Là, typiquement, on est en train de travailler aussi sur une évolution de la zone des glaces. On a des éléments très rassurants sur le fait que la glace est bien plus loin que notre zone, donc ce qui nous a permis de prendre la décision hier soir et cette nuit de proposer une nouvelle zone des glaces rabaissée. Donc finalement, on ouvre le terrain de jeu, on raccourcit un petit peu le parcours puisqu'on va pouvoir descendre, les concurrents vont pouvoir descendre un petit peu plus sud que ce qui est prévu actuellement. Donc voilà, c'est la première modification de ce début de Vendée Globe, mais il y en aura d'autres à venir par la suite. Salut Fabien. Comment que c'est? Là, ça déboule toujours autant avec les vitesses, avec le front, là? Non, ça s'est calmé quand même. Ouais, c'est fini ça. Là, le point de référence pour le classement, c'est le point glissant, là? Ouais. Afficher la route. Ah ouais, c'est celui-là, ouais. Passage de relais, on essaye quand même d'arriver un petit quart d'heure avant leur ronde, on va dire, pour essayer de faire un petit croisement et savoir un petit peu ce qui s'est passé dans son quart. Toutes les correspondances, soit avec les coureurs ou les team managers. Et puis s'il y a des choses un petit peu touchy ou délicates, ben, c'est vrai que le croisement peut durer plus longtemps puisqu'on n'est pas à un quart d'heure près entre nous, loin de là, au contraire. C'est un métier passionnant de faire ça, c'est quelque chose un petit peu unique dans son genre, les directions de course sur un Vendée Globe et surtout avec 39 solitaires qui vont s'engager maintenant dans les mers australes. Même si on ne peut pas tout faire, on est quelque part un petit peu des gardiens, sans prétention, parce que c'est sur l'eau que ça se passe, mais on a une mine de rien, on a une sacrée tâche à assumer. On a fait le tour. Ok. Bon, il en manque encore quelques-uns. New Europe, tu l'as celui-là? Oui. Bonne soirée, à demain. Ciao. Ça, c'est le plombage, non? Alors, celui-là, c'est bon. Ok, ben, je vais le rajouter. Dans le but de contrôler un petit peu la flotte, on a demandé à tous les bateaux de nous envoyer un code à côté du plombage moteur en position pour s'assurer que le plombage n'a pas été cassé, que personne n'utilise son moteur. Donc tout ça, ça prend quand même du temps pour 40 bateaux. T'en as eu d'autres depuis là? Sam Davis et Medalia. C'est aussi dans un but de renforcer un peu le rôle de l'arbitrage, parce que c'est une aventure, mais c'est aussi une course avec des règles. Tu peux très bien prendre ton bateau tout seul et faire un tour du monde tout seul, si tu veux. Donc sûrement pas l'âme de tricheur, mais c'est vrai que si tu utilisais ton moteur 1 heure ou 2 sur un passage de dorsale, tu pourrais très vite récupérer du vent et t'en aller. Alors. Donc le Seb Marseille, cette tête, il a un super smile. Je vais l'appeler, tiens. Allô? Salut mon Seb, c'est Hubert, tout va bien? Ouais, ça roule, ouais. Je t'entends pas très bien parce que j'ai pas mis le casque là. Tu me prends au dépourvu comme ça là. Tu vois, je suis. Écoute, quand j'ai vu ton smile, je pouvais pas te laisser comme ça. Je voulais partager avec toi. Et bah, ça n'empêche pas d'être concentré. Tu vois, je suis 31ème, je suis concentré quand même quoi. Et bon, je prie tellement cher dans le poteau noir. Moi. Galère. T'as même pas été obligé de mettre le moteur? Bon bah cool mon Seb, bah écoute, trop bien. On t'embrasse, prends soin de toi. Ouais, merci. Merci Jaco, merci Hubert. Ouais. Sympa de vous entendre. Ouais. Merci, bonjour à toute l'équipe. Salut mon Seb. À plus. Ciao. À plus, ciao. Ça reste quand même, il y a beaucoup d'humains dans une course comme ça aussi. Alors qu'est-ce qu'on mange ce soir monsieur? Qu'avez-vous préparé? Que vous avez-nous préparé? On mange comme hier soir. Ah bah c'est bien. C'était tellement bon. Tu veux un morceau de pâté? Allez, je vais goûter, c'est bon ça. Ouais Jean-Luc? Richaume, t'as pas confirmé, hein? T'as pas validé vers Richaume? Non, Richaume, il y est pas. Ça va être la fin du quart jusqu'à minuit et il y a Claire qui va récupérer le quart de minuit 6h, le meilleur. Salut Claire. Ça va? Entre l'étude des glaces, l'avenant aux instructions de course, la V2 de la zone des glaces, la validation des checks des plombages, l'analyse météo, le routage,
les affaires courantes, le débrief avec les avariés, avec la classe. Voilà. Là, aujourd'hui, il y en avait quand même. Ouais, il y avait de quoi faire. Bon, Claire, moi je vais filer à l'anglaise. Hein.